l'art serait-il devenu l'un des placements les plus rentables et les plus sûrs? Le marché de l'art bat en effet tous les records. Les œuvres d'art sont d'autant plus attractives que les marchés financiers sont en panne et que l'on se méfie de l'immobilier. L'engouement est tel que l'on assiste à la multiplication de fonds d'investissement spécialisés. Alors, l'art est-il devenu un placement financier comme les autres? Pour en parler, je confie ce libre propos au président de Sotheby's France, Guillaume Cerutti. L'art est-il devenu un placement financier? La question paraît iconoclaste et pourtant elle mérite aujourd'hui d'être posée. Il ne passe pas une semaine sans que des maisons de vente comme Sotheby's ou d'autres annoncent de nouveaux records, sans qu'on se glorifie de l'évolution de la cote de tel ou tel artiste et sans que les analystes économiques soulignent la bonne santé du marché de l'art. Parmi les actualités récentes, comment ne pas avoir en tête le record atteint par une œuvre d'Edvard Munch aux enchères à New York, chez Sotheby's, il y a quelques semaines, 120 millions de dollars. Les prix records plus modestes, mais néanmoins spectaculaires, atteints à Paris par la vente d'un tableau de Pablo Picasso, le portrait de Dora Maar, pour plus de 6 millions d'euros la semaine dernière, ou encore les informations selon lesquelles, au début de l'année, un tableau de Cézanne, les joueurs de cartes, aurait été acheté par l'émir du Qatar pour une somme excédant les 200 millions de dollars, le record absolu pour une œuvre vendue sur le marché de l'art. L'art placement financier, c'est également le travail que deux économistes américains, May et Moses, ont entamé il y a quelques années en créant un indice qui vient mesurer année après année l'évolution de la cote d'œuvres qui passent et repassent sur le marché de l'art dans des ventes aux enchères. Que nous enseigne l'évolution de ce fameux indice May-Moses au cours des dernières années? Pour la première fois au cours de la dernière décennie, les placements, les achats faits sur le marché de l'art auraient connu une rentabilité plus forte que celle des placements faits sur d'autres marchés, les marchés traditionnels d'actions en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. L'indice May-Moses montre que l'acheteur d'une œuvre d'art qui aurait revendu cette œuvre d'art au cours des 10 dernières années avait une probabilité bien plus forte de réaliser une plus-value que celle qu'il aurait pu réaliser sur d'autres marchés. C'est un phénomène absolument nouveau, car au cours des périodes précédentes, et notamment du long terme, les économistes ont toujours démontré que le marché de l'art était moins rentable que n'importe quel autre marché de commodities, notamment les marchés des actions ou le marché immobilier. Et cela se comprend. Il y a dans le marché de l'art une certaine irrationalité, une certaine incertitude qui rend difficile la comparaison avec des placements traditionnels. Et pourtant, au cours des 10 dernières années, les choses semblent s'être retournées et durablement, le marché de l'art connaît, entre guillemets, pour autant qu'on puisse parler ainsi du marché de l'art, une rentabilité plus forte que celle des autres marchés. Autre indice, au-delà de ces analyses économiques, qui prouve que la question de la rentabilité des interventions sur le marché de l'art mérite d'être posée, le fait que, au cours des années récentes, il y a eu un foisonnement de fonds d'investissement sur le marché de l'art. Les fonds d'investissement ne sont pas une chose nouvelle. Au cours des années 70, les chemins de fer britanniques, le British Rail, avaient créé un fonds qui était destiné à placer une partie des revenus des chemins de fer britanniques en achat d'œuvres d'art. Ces œuvres d'art furent revendues au milieu des années 80 avec une rentabilité satisfaisante pour ce fonds qui était destiné à nourrir les pensions des cheminots anglais. Dans les années 80 toujours, à la fin des années 80, la BNP avait également créé en France un fonds spécialisé qui ne connut pas, hélas, car le marché se retourna entre-temps, un destin aussi favorable que celui du British Rail Fund. Puis, ces fonds avaient un peu disparu. Or, phénomène nouveau, au cours des dernières années, foisonnement de création de fonds, le plus célèbre étant le Fine Art Fund, créé au tournant des années 2000 et qui dispose de capacités d'achat importantes avec
une part minimale d'investissement de 500 000 $ et une durée d'investissement d'au moins 10 ans. Selon les observateurs, il y aurait aujourd'hui plus de 40 fonds ainsi actifs dans le monde, dont plus d'une vingtaine en Asie, qui appellent donc les particuliers fortunés à investir dans des œuvres achetées sur le marché de l'art en vue d'une revente ultérieure et de la réalisation d'un profit. C'est un phénomène absolument nouveau sur le marché de l'art. Ce phénomène a une explication. Cette explication, c'est la globalisation du marché de l'art, le fait que le marché de l'art est soutenu par des fondamentaux extrêmement favorables. Le marché qui était dual, qui était bilatéral il y a une dizaine d'années entre l'Europe et les États-Unis, est aujourd'hui devenu mondial. Les acheteurs chinois, les acheteurs des pays du Golfe, les acheteurs d'Amérique latine sont une réalité extrêmement active du marché de l'art d'aujourd'hui. Le nombre de millionnaires susceptibles d'investir sur le marché de l'art a plus de doublé en une dizaine d'années, soutenant de manière extrêmement puissante le marché de l'art et expliquant cette évolution vers un regard plus financier sur le marché de l'art. À ces phénomènes de fond, il faut également ajouter d'autres éléments favorables. L'un des éléments les plus évidents concerne la fiscalité. Tous les pays du monde disposent pour les œuvres d'art d'une fiscalité adaptée. En France, par exemple, le marché de l'art et les œuvres d'art disposent dans 3 domaines d'une fiscalité particulière. Comme on le sait, elles ne sont pas prises en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Elles disposent également d'un régime de plus-value au moment de la revente particulier, plus favorable que les reventes immobilières, par exemple. Et enfin, en matière de droit des successions, elles disposent également d'un régime particulier intéressant. Tous les pays du monde ont des dispositifs fiscaux plus ou moins comparables qui font que l'achat d'une œuvre d'art présente de ce point de vue quelques avantages. Cependant, il me semble que la question du marché de l'art vu comme une opportunité de placement financier doit être fortement nuancée. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, le même indice May-Moses, qui mesure les évolutions d'œuvres d'art vendues et revendues sur le marché depuis plusieurs décennies, montre que les différents secteurs du marché de l'art connaissent une évolution très différente. On observe ainsi une évolution favorable pour le marché de l'art impressionniste et moderne, une évolution également satisfaisante pour le marché de l'art contemporain, une évolution déjà moins forte pour les tableaux anciens et des évolutions beaucoup plus imprévisibles dans les autres domaines du marché de l'art qui sont tellement nombreux, des livres et manuscrits jusqu'aux arts d'Afrique et d'Océanie, en passant par le mobilier du XVIIIe siècle, le mobilier du XXe siècle, les arts décoratifs, le vin, les bijoux. L'ensemble de ces secteurs révèlent des réalités extrêmement différentes et nous empêchent de considérer le marché de l'art comme un marché de commodities sur lequel on pourrait appliquer un seul et même taux et un seul et même raisonnement financier. De plus, les évolutions des codes des artistes sur le marché de l'art sont extrêmement imprévisibles. J'aime beaucoup cette anecdote que me racontait un notaire parisien dont l'étude très ancienne avait eu à connaître à la fin du XIXe siècle le règlement d'une succession un peu particulière, puisque dans cette succession, il y avait 2 lots que devaient se partager 2 héritiers. Le premier lot était un immeuble, un hôtel particulier dans le 8e arrondissement à Paris. Et le deuxième lot était constitué d'un seul tableau, un tableau de l'artiste Meissonnier, qui était alors l'artiste le plus coté sur le marché de l'art. À l'époque, me disait ce notaire, les 2 héritiers s'étaient disputés, car celui qui avait récupéré l'immeuble, l'hôtel particulier dans le 8e arrondissement, s'estimait lésé par rapport à son frère qui avait obtenu le tableau de Meissonnier. Évidemment, aujourd'hui, la cote de Meissonnier, qui reste un artiste tout à fait honorable, mais qui ne dépasse pas les 200 ou 300 000 euros pour ses meilleurs tableaux, n'a plus rien à voir avec le prix d'un hôtel particulier dans le 8e arrondissement. Cet exemple prouve à quel point les cotes peuvent se faire et se défaire et prouve également qu'il faut considérer le marché de l'art comme un marché atypique et particulier. N'oublions pas également que, contrairement à un placement immobilier ou à une action, l'achat d'une œuvre d'art ne rapporte pas de bénéfices intercalaires.
elle peut éventuellement générer un bénéfice au moment de sa revente, mais dans sa phase de jouissance, l'œuvre d'art génère plutôt des dépenses additionnelles pour son possesseur, qui doit les assurer, qui doit les restaurer, qui doit les conserver. Tout cela représente un coût supplémentaire qui doit venir nuancer le constat que parfois des économistes basés sur l'observation de séries de chiffres peuvent nous opposer. Enfin, et il faut insister sur ce point, ce marché reste nimbé par une dimension irrationnelle qui fait tout son sel. Et pour cela, je recommande à nos auditeurs, à nos spectateurs de se référer à un petit livre sorti récemment de Madame Anne Martin-Fugier qui s'appelle « Collectionneur » aux éditions Actes Sud. Et cet ouvrage dresse le portrait d'une dizaine de collectionneurs d'art contemporain en France qui chacun explique les motifs, les moteurs de leur passion et de leur achat d'œuvres d'art contemporain. Et il y a, à travers ces portraits, l'émergence d'un comportement qui est guidé par des facteurs de désir, des facteurs d'apprentissage, des facteurs de discussion au sein du couple ou au contraire de choix totalement personnels qui font que ce marché, que cette passion qui est l'activité d'acheter, de collectionner, ne peut pas être résumée à une simple équation économique et financière. En définitive, l'art doit rester avant tout une passion, collectionner doit rester un plaisir personnel ou partagé. Il se trouve que, de surcroît, il peut se révéler un très bon placement financier. Et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut considérer le problème.